Merci de nous rejoindre pour cet entretien exclusif avec le ministre togolais de la fonction publique, du travail et du dialogue social, M. Gilbert Badjilé Mbayena Bawara. Monsieur le ministre, bonjour et merci. Bonjour, M. Gilles Bokor. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Merci de votre disponibilité pour cet entretien consacré à l'actualité togolaise au lendemain de la promulgation de la nouvelle constitution, suivie de la rentrée parlementaire avec l'installation des députés nouvellement élus. Je voudrais qu'on démarre avec le changement constitutionnel. Monsieur le ministre, qu'est-ce que la constitution de 1992 avait de si reprochable au point que vous ayez voulu la changer totalement et subitement ? Gilles, je voudrais d'abord saisir l'occasion parce que ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas venu dans vos installations. Je constate avec un certain émerveillement qu'il y a beaucoup de progrès, beaucoup d'améliorations en ce qui concerne vos installations. Je suis de temps à autre vos émissions. Au cours de la dernière Coupe du Monde, nous avons été fiers de pouvoir suivre les matchs à travers votre chaîne. Donc, c'est l'occasion pour moi à la fois de vous dire ma fierté à votre chaîne. Merci. Et en même temps de vous encourager à plus de professionnalisme et de persévérance, à la fois dans la volonté de mieux restituer les réalités de notre pays, les réalités du continent africain. Maintenant, je voudrais revenir à la question que vous posez. Vous savez, le Togo a connu une période de transition entre 1991 et 1994. Après, il y a eu une série d'élections. Quand je prends les populations nées dans la période 1991-1994, beaucoup d'entre eux ont aujourd'hui 30 ans. Même les jeunes nés dans les années 91-2000, même jusqu'à 2005, qui sont des périodes où notre pays a traversé beaucoup de soubresauts, de turbulences sociopolitiques, ces jeunes ont aujourd'hui dépassé la majorité politique et civique. Et donc, j'ai comme l'impression qu'il y a une tentation forte chez certains acteurs politiques et de la société civile de se livrer à une sorte de manipulation des consciences, à un certain conditionnement, en se disant, comme la plus grande partie de la population, cette frange-là que je viens d'indiquer, n'a pas connu les moments de forte perturbation, de troubles politiques, il est possible de se livrer à une sorte de réécriture de notre histoire, à une sorte d'approche révisionniste, pour ne pas dire à un travestissement de notre histoire politique. Alors que moi, j'ai toujours estimé que nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant que leaders politiques, en tant qu'acteurs de la société civile, et vous, en tant que responsables des médias, nous avons un devoir d'éducation civique, nous avons un devoir de conscientisation et de restitution de la vérité historique. Je rappelle ces éléments parce que dans les semaines écoulées, lorsque les débats étaient vifs et intenses concernant la réforme constitutionnelle, j'ai vu certains acteurs de premier plan de l'époque qui se sont livrés à un travestissement, à une réécriture de notre histoire par rapport à la Constitution de 1992. J'ai vu des gens se livrer à des attaques prétendant que le président Eyadema, le père de la nation, aurait voulu une constitution taillée à sa mesure. Bon, moi, je souhaite que nos plus jeunes et de manière générale nos concitoyens prennent parfois le temps d'aller revisiter les archives. Et nous avons aussi un certain nombre d'aînés de cette période qui sont vivants, d'échanger avec eux, de chercher à comprendre comment la conférence nationale souveraine, comment la période de transition entre 1991 et 1994 s'était déroulée. Et ils se rendront bien compte que cette période-là n'a pas été comme un fleuve tranquille.
ça n'a pas été nécessairement une période de consensus national. Alors, je l'ai dit pourquoi. La réalité est que la Constitution de 1992 avait été adoptée dans un climat de tension et parfois de violence. On a vu des populations de notre pays être chassées de certaines localités, et certains encore vivent dans la région centrale, à Soutoubois, parce qu'ils étaient pourchassés et chassés de leur localité. Et quand on regarde les deux principaux camps politiques, la majorité présidentielle autour du président Iyadema et l'opposition dite traditionnelle avec les partis que nous connaissons, on peut dire, et les déclarations des différents acteurs et protagonistes le démontrent bien, qu'il y avait un climat d'apparent consensus. Chacun était désiré de voir le pays sortir de la période de transition, qui n'était pas bonne, ni pour l'opposition, ni pour la majorité à l'époque. Et donc il y avait comme des arrière-pensées. Chacun se disait, il vaut mieux sortir de la période de transition avec cette constitution, même si elle est imparfaite. Ensuite, on va retrouver des marges de manœuvre, soit en conquérant le pouvoir pour ce qui concerne l'opposition, ou alors en reconquérant la plénitude des pouvoirs pour ce qui concerne la majorité à l'époque. Et on verra comment réadapter la Constitution selon ses propres desiderata ou ses propres intérêts. Alors, cet élément-là mérite d'être souligné. Oui, il faut ajouter aussi que vous avez eu le temps de la remodeler à votre façon. Non, je dis le contexte 2005, de l'adoption. 2019, la Constitution a été retouchée. Oui, j'y reviendrai tout à l'heure. Je dis tout simplement que le contexte de l'adoption de la Constitution d'octobre 1992 mérite d'être rappelé. Que contrairement à ce que certains peuvent dire, ce n'était pas une période de consensus, ce n'était pas une période d'apaisement et de dialogue, c'était plutôt une période très tendue, une période de calcul et d'arrière-pensée qui ont guidé la prise de position et l'attitude des uns et des autres en ce qui concerne cette Constitution. La preuve, pour montrer même les imperfections, pour ne pas dire les lacunes de cette Constitution, la première fois qu'elle a été éprouvée, mise à l'épreuve, en 1994, avec les élections législatives. Alors que les élections législatives avaient donné 3 partis à l'Assemblée nationale, le RPT, le CAR et l'UTD, on s'est retrouvé avec des imprécisions qui ont failli même créer une crise institutionnelle et politique. Parce que certains estimaient que le CAR était le parti majoritaire ou que l'UTD et le CAR devaient nécessairement se marier. Mais cela ne correspond pas à l'esprit des institutions. Parce qu'il était dit dans la Constitution que le Premier ministre est nommé dans la majorité parlementaire. Dans la majorité dont on parle, il s'agit de la majorité absolue, c'est-à-dire 50% plus un député. Ce qui n'était pas le cas du CAR. Dans d'autres pays tels que la Belgique, tels que la RDC, où il y a ce genre de régime, où on dit que le Premier ministre est nommé dans la majorité parlementaire, à l'issue des élections législatives, il y a une procédure, il y a un mécanisme, soit la mise en place d'un informateur ou d'informateurs qui fait le tour des partis politiques pour voir les convergences qui se dégagent. Et à l'époque, s'il y avait eu ce genre de mécanisme institutionnel et constitutionnel, l'UTD aurait exprimé les conditions dans lesquelles il se mettrait ensemble avec le CAR ou les conditions dans lesquelles il se mettrait avec le RPT. Et tout le monde aurait compris qu'on aurait même pu avoir une majorité RPT-CAR, parce que tout cela n'est pas exclu. Alors, dans nos pays, on a tendance à cataloguer. Vous êtes opposant et vous devez le rester de manière irréductible et cathodique. Vous êtes de la majorité. Non, ce n'est pas comme ça la vie politique et institutionnelle doit se passer. Je rappelle ces éléments-là pour que nos plus jeunes et ceux qui ne le savent pas aient envie d'aller revisiter notre histoire et comprendre. Maintenant, est-ce que cette constitution nous a mis à l'abri des crises politiques, des soubresauts politiques entre octobre 1994 et le mois de mars 2024? La réponse est non.
La réponse est non, mais vous avez eu le temps de la changer, énumérer comme je vous les l'ai dit. différents épisodes de crise, d'agitation, de tension, de situations politiques ingérables. Et donc, ce deuxième élément-là, est-ce que la Constitution avait visé à nous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs et de répondre à certains enjeux fondamentaux que nous aurions alors définis? La réponse est non. Malgré cette Constitution, le pays n'a pas connu une stabilité durable pendant cette période. Le troisième élément, c'est que moi je considère que dans la situation actuelle du Togo et des pays africains, il faut avoir le courage de marquer un arrêt, de s'interroger. Quelle est l'évolution de nos États depuis les années d'indépendance? Je dirais que nous sommes dans une certaine mesure dans une troisième phase de notre évolution. Entre les années 1960 et les années 1990, la plupart des États africains, et nous n'y avons pas échappé, ont connu des régimes de parti unique, parti-État. Et à l'époque, l'argument était tout trouvé de dire évitons de nous disperser, de nous diviser entre plusieurs partis parce que ça risque de fragiliser nos sociétés alors que nous avons besoin de construire des nations et d'amorcer le développement économique et social. Au bout de 30 ans, on a vu que les résultats n'étaient pas nécessairement au rendez-vous. Deuxième période s'ouvre avec les conférences nationales dites souveraines, où nous n'avons pas, au Togo et comme ailleurs, pris le temps d'un vrai débat pour nous accorder sur ce que nous poursuivons ensemble comme communauté nationale, ce que nous poursuivons ensemble comme société togolaise. Et sur la base des objectifs que nous nous fixons, nous demander ensuite quelle est la meilleure forme d'organisation et de fonctionnement des pouvoirs et des institutions pour nous permettre d'atteindre les résultats et les objectifs poursuivis. On a adopté le régime de pluralisme politique et de démocratie sans vraiment s'interroger sur nous-mêmes. Qui sommes-nous? Quelles sont nos réalités sociales, économiques, traditionnelles? Que voulons-nous? Quelle société nous voulons avoir? Quel genre de bien-être et de progrès nous voulons atteindre ensemble? Nous ne l'avons pas fait. Et au bout de 30 ans, entre 1990 et les années 2020, on se retrouve avec de nouveau des remises en cause. Nous remettons en cause tout ce que nos États ont bâti entre les années 90 et les années 2000 et on se cherche. Alors moi, j'estime que le Togo doit saisir cette opportunité et aller vers une sorte de refondation, de rénovation politique en profondeur. Je reviendrai tout à l'heure parce que je n'aime pas beaucoup refondation parce qu'aujourd'hui c'est galvaudé par un certain nombre de pays et de régimes. Alors, la nouvelle constitution qui a été adoptée en deuxième lecture le 19 avril, promulguée le 6 mai et que les Togolais connaissent aujourd'hui, est beaucoup plus adaptée à mon sens par rapport à notre contexte unique, par rapport à nos réalités. Et j'estime que quand nous regardons le paysage politique, la fragmentation des partis politiques qui ne représentent pas grand-chose pour la plupart d'entre eux, quand nous regardons la multiplicité des rendez-vous électoraux, quand nous voyons les défis par rapport au terrorisme, à la sécurité, quand nous voyons la nécessité de bâtir des institutions plus solides, capables de protéger nos territoires, de protéger nos populations, quand nous voyons les défis et les enjeux en matière de développement économique et social, j'estime, et nous reviendrons tout à l'heure, que la constitution actuelle, qui marque un nouveau départ, permettra à la société togolaise dans toute cette diversité, toute considération mise à part, de bâtir la cohésion et l'unité nationale, de bâtir un système de partage de responsabilités, d'un pouvoir plus équilibré. Vous voyez, un président de la République qui n'est pas forcé, qui n'est pas contraint par quoi que ce soit. Il y a la possibilité de se présenter en 2025 et qui décide
d'opter pour un nouveau système où il y a un partage de responsabilités, il y a un équilibre des pouvoirs. On va parler des innovations de cette constitution. Voilà, pour ne pas dire que je reproche quelque chose à la Constitution d'octobre 1992, je dirais tout simplement que les éléments que je viens de rappeler, le contexte de l'adoption de la Constitution de 1992, les résultats que le Togo a atteints avec cette Constitution, les défis et enjeux actuels, les réalités du Togo telles que nous les connaissons, nous obligent à repenser notre système politique, à repenser l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs en veillant à ce que chaque composante de la société, la diversité des courants politiques et d'opinion puissent se retrouver et travailler ensemble. Ben, sauf que, monsieur le ministre, le test nouveau n'a pas été visiblement le fruit d'une longue réflexion, de débats bien nourris avec l'ensemble des composantes de la vie politique du Togo. Les choses semblent être conduites par de charge avec une adoption en pleine campagne électorale, après la convocation du corps électoral. Vous savez, moi je conserve volontiers ceux de nos concitoyens, qu'ils soient des acteurs politiques ou de la société civile, ou qu'il s'agisse des autorités religieuses, qui estiment que les choses sont allées un peu vite. J'estime pour ma part que l'Assemblée nationale, les députés, auraient pu mieux communiquer sur le contenu des réformes, des modifications qui étaient en cours. C'est possible. Vous savez, toute réforme politique, toute politique publique a besoin de pédagogie, de sensibilisation pour que les concitoyens, nos concitoyens, le peuple puisse comprendre et puisse y adhérer. Et donc, quelles que soient les observations, les réserves que l'on pourrait émettre sur l'approche et même sur le moment choisi, la vérité est que l'un des objectifs fondamentaux de la réforme constitutionnelle, c'est de nous permettre de rationaliser le calendrier et les rendez-vous électoraux. Alors, vous voyez, on aurait pu, et certains se le demandent, on aurait pu dire, on va aller aux élections législatives et régionales, et après, on va poser le débat de la réforme constitutionnelle. Qu'est-ce que cela aurait eu comme conséquence? Cela aurait eu comme conséquence que, en 2024, on aurait eu des élections législatives et régionales. Ensuite, on s'interroge sur une réforme constitutionnelle. Éventuellement, elle aboutit, quel que soit le mode de révision choisi. Et on est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections. Sans oublier que la question se serait posée de la proximité avec l'élection présidentielle de 2025. J'estime pour ma part que, par respect pour nos concitoyens, par respect pour le peuple, pour permettre aux acteurs politiques, pour permettre aux électeurs de se déterminer lors de ces élections en toute connaissance de cause, de situer les enjeux de ces élections législatives, de faire comprendre à la population, aux électeurs, que lorsque vous allez voter, lorsque vous allez accorder vos suffrages et exprimer votre confiance à un parti, voilà les implications en ce qui concerne l'élection du président de la République, voilà les implications en ce qui concerne la désignation du président du Conseil, voilà les implications avec la nouvelle organisation politique et institutionnelle. Et en cela, je crois que la majorité parlementaire a été avisée. Le parti UNIR a été avisé d'amorcer et de réaliser cette réforme avant les élections parce que ça nous permet de faire des économies considérables et, vous savez, avec les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, il faut savoir faire preuve, je dirais, de prévoyance. Il faut savoir faire preuve d'anticipation. Et notre responsabilité, c'est de nous dire, si les défis sécuritaires, si la nécessité de cohésion, d'unité nationale sont beaucoup plus déterminants que les péripéties que l'on peut enregistrer en allant vers une réforme constitutionnelle majeure, il vaut mieux prendre le risque de cette initiative de révision constitutionnelle plutôt que d'être dans l'attentisme et puis de ne pas pouvoir agir parce qu'on serait dans l'impuissance. Eh bien, pourquoi avoir choisi la voie étriquée
du vote à l'Assemblée nationale plutôt qu'un référendum qui avait légitimé la Constitution de 1992, votée largement à près de 98%. Avant de répondre à votre question, je vais revenir d'un mot sur les déficits de débat ou de consensus sur cette réforme. Vous savez, depuis 2005, je suis un modeste témoin de certains épisodes politiques. Les négociations que nous avons eues à Lomé entre avril et juillet 2006, qui avaient abouti à un accord politique de base. Ensuite, les opposants avaient exprimé des insatisfactions et nous nous étions retrouvés au Burkina sous l'égide du facilitateur, le président Blaise Compaoré. Et nous avons abouti à un accord politique global, signé au mois d'août 2006. Au lendemain de cet accord majeur, de ce consensus, est-ce que toutes les parties prenantes ont joué le jeu? Est-ce qu'ils ont accepté de contribuer à la mise en œuvre de cet accord? La réponse est non. Malgré le fait qu'un des partis importants de l'opposition, l'UFC, a refusé, sans raison valable, sinon leur intérêt personnel ou des égos au sein de leur parti, de participer, en février 2007, l'Assemblée nationale, qui était déjà en fin de mandat, a procédé à une révision constitutionnelle en février 2007. Et cette révision portait sur quoi et visait quoi? Essentiellement, modifier les conditions d'éligibilité, notamment la condition de nationalité, pour répondre aux besoins et aux exigences de l'UFC, parce qu'un certain nombre d'acteurs de l'UFC, notamment le secrétaire général de l'ANC actuellement, ne répondaient pas aux conditions pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a pas eu de débat. En 2014, grâce à la facilitation de Monseigneur Bariga, nous nous étions retrouvés au siège de Togo Télécom. Nous avons discuté, nous sommes parvenus à des accords sur la réforme constitutionnelle, au moins sur les points sur lesquels nous nous accordions. Le mode de scrutin à l'élection présidentielle, la durée des mandats présidentiels et la composition de la Cour constitutionnelle. Au lendemain de cet accord, je voudrais vous le dire, je m'étais rendu à l'étranger où j'avais rencontré les autorités françaises qui étaient à l'époque des socialistes. Et semble-t-il, comme certains partis de l'opposition togolaise sont proches des socialistes, nous les avions encouragés à encourager leurs amis togolais à accepter que nous puissions opérer une réforme constitutionnelle sur les points sur lesquels nous nous entendions. Je m'étais rendu à la Commission européenne où j'avais été reçu par le président de la Commission de l'Union européenne, M. Martin Schulz, qui était également socialiste, pour lui passer le même message. Et ils étaient surpris d'imaginer que si la majorité est disponible et prête à faire cette concession, que l'opposition pourrait refuser. Mais à l'Assemblée nationale, où siégeaient des responsables de l'opposition, parce que UNIR à lui tout seul n'avait pas une majorité qualifiée pour opérer une réforme constitutionnelle. L'opposition a refusé. Le quart, certains députés du CA et l'ANC en particulier, ont rejeté cette réforme constitutionnelle. Ils ont tenu un langage à la veille de l'élection présidentielle disant pas de révision constitutionnelle, pas d'élection. Mais pourtant, ils sont allés aux élections. La dernière fois, c'était en 2018, avec la crise que nous avons connue. Au lendemain du dernier round de discussion à Conakry, nous sommes revenus et malgré les concessions concernant la composition de la CENI à parité 8-8 et seulement le représentant de l'administration faisait le 17e, malgré des concessions concernant la reprise partielle du recensement électoral et de la composition même de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle, l'opposition a rejeté. Mais lorsque nous avons commencé à évoluer vers le scrutin, à un moment donné, il faut que je le dise aux Togolais,
Ce n'est pas un secret que je suis en train de livrer. À un moment donné, le président de la République s'est dit, mais tentons encore d'aller vers nos frères et sœurs de l'opposition. Faisons-leur une offre. Nous sommes disposés à opérer une révision constitutionnelle sur les points sur lesquels nous nous entendons. Les 3 points que j'ai indiqués tout à l'heure. Ensuite, à revisiter le cadre électoral. S'il y a des améliorations que nous pouvons apporter à la loi électorale, aux conditions d'organisation des élections, nous sommes disposés à les faire. En 3e lieu, s'il y a des mesures d'apaisement additionnelles qui pourraient être prises, et même s'il y a la possibilité de travailler ensemble pour préparer les élections législatives, je suis prêt à le faire. Nous avons rencontré tous les leaders de l'opposition, de la C14, pour leur en faire l'offre. La plupart d'entre eux ont dit oui. Un parti, que je ne citerai pas, a donné son oui un samedi, et le dimanche, le comité de stratégie de ce parti s'est réuni, ils ont dit « Ah non, 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 non. Si nous nous associons avec le parti UNIR pour adopter une révision constitutionnelle, ça signifie que la crise togolaise est terminée. » Vous comprenez ce qu'il veut dire? Il vaut mieux entretenir de manière factice et artificielle un climat de crise parce que c'est devenu un fonds de commerce. Alors, qu'est-ce que ça aurait changé cette fois-ci? Même si nous avions pris des mois pour un dialogue. La preuve, c'est que lorsque le président de la République a préconisé la rélecture du texte de révision constitutionnelle adopté en première lecture le 25 mars et qu'il a suggéré qu'il y ait de larges consultations, est-ce que l'opposition, dans sa totalité, a accepté d'y adhérer? S'ils avaient adhéré à cette démarche et qu'ils disaient, mais bon, nous critiquons l'initiative de révision constitutionnelle, nous ne sommes pas suffisamment édifiés sur le contenu, la portée, les conséquences de cette révision, donnez-nous du temps pour que nous puissions regarder les choses ensemble et voir les améliorations. A été lancé à l'opposition. Est-ce que vous les avez convoqués? Non. Ce message a été lancé à tout le monde. Oui. Le communiqué du gouvernement ou de l'Assemblée nationale ne s'adresse à personne. S'il le faisait, vous croyez que nous sommes des femmes et des hommes obtus, que nous n'aurions pas été à l'écoute? Mais quand vous avez la certitude que quoi que vous fassiez, ce sera la contestation systématique. Quoi que vous fassiez comme offre d'ouverture, de dialogue, de compromis, ce sera toujours le refus et le rejet systématique. Mais en même temps que vous avez une responsabilité vis-à-vis de la nation, vis-à-vis du peuple, vous devez assumer cette responsabilité. Voilà pourquoi les gens peuvent à tort considérer qu'un débat plus approfondi, un large débat national aurait changé l'attitude de certains. Ça n'aurait pas changé. Maintenant, quant à la voie du parlementaire qui a été choisie, je dirais tout simplement que l'article 144 de l'ancienne Constitution prévoyait 2 modes de révision constitutionnelle, la voie parlementaire et le référendum. Et aucun de ces modes n'est préférentiel par rapport à l'autre, aucun n'est supérieur par rapport à l'autre. Les 2 modes s'équivalent, sont équivalents. Et en fonction des sujets sur lesquels porte une réforme constitutionnelle, en fonction de l'ampleur de la révision constitutionnelle, il n'est pas stipulé qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Donc, je pense que c'est une question d'opportunité. Et ceux qui initient une révision constitutionnelle, ils le font en fonction des questions d'opportunité. Et enfin, il n'y aurait pas eu de problème à le faire à l'Assemblée nationale, qui a refusé volontairement de participer aux élections législatives de décembre 2018. C'est l'opposition. Quand on pose des actes, avec des conditions qui ont été posées, quand on pose des actes, il faut en assumer les conséquences. De la même manière que j'observe un certain nombre d'attitudes aujourd'hui, je suis certain que dans les mois et années qui viennent, nous en reparlerons par rapport à l'attitude que certains sont en train d'afficher aujourd'hui. Mais nous allons rester toujours dans un esprit d'ouverture, dans une volonté de dialogue, dans une volonté de compromis, parce que le but même de la réforme, c'est de promouvoir l'ouverture, le dialogue entre toutes les composantes du pays et toutes les forces vives et tous les acteurs politiques et institutionnels.
Ah ben, cela dit, la nouvelle constitution a été promulguée et divulguée finalement, hein, parce que beaucoup ont longtemps cherché à la voir en vain. Monsieur le ministre, quelles sont les principales innovations qui retiennent votre attention dans cette nouvelle constitution qui marque, dit-on, la Ve République? La première innovation, c'est que je trouve cette constitution beaucoup plus adaptée à nos réalités. Elle répond mieux aux défis principaux auxquels notre pays fait face. D'abord, nos réalités, c'est que nous devions essayer de sortir, notamment dans le paysage politique, de toute logique régionaliste, ethnique, communautaire. Nous devons essayer de dépersonnaliser autant que faire se peut les questions politiques et institutionnelles. Et cette réforme permet de dépersonnaliser le pouvoir, de promouvoir un autre type de relation entre le citoyen et le pouvoir, de favoriser davantage de proximité entre les gouvernants et les citoyens. Vous savez, quand vous avez un président de la République élu au suffrage universel direct, et vous avez d'autres institutions élues au suffrage universel direct, telles que l'Assemblée nationale, les conseils municipaux, les conseils régionaux. Il peut y avoir la tentation d'opposer les légitimités. Le député va dire, mais je suis élu au suffrage universel direct. L'Assemblée nationale a des prérogatives équivalentes à celle du président de la République. Le président peut dire, j'ai été élu au suffrage universel direct, donc je n'ai de compte à rendre que au peuple. Mais demain et aujourd'hui, avec la nouvelle constitution qui a commencé, les députés, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les sénateurs, ils auront une responsabilité directe vis-à-vis de la population. Ils seront obligés d'expliquer, mais monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le conseiller régional, nous vous avons fait confiance. Et vous avez fait confiance à monsieur Gilles Bokor pour assumer telle responsabilité en tant que président de la République, pour assumer telle responsabilité en tant que président du Conseil. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Que nous répondez-vous? Alors le député, le conseiller régional, le conseiller municipal se sent beaucoup plus responsable. Et par-dessus tout, ce système-là reflète le mieux la diversité des courants d'opinion et de pensée. Parce qu'à l'Assemblée nationale, si les choses marchent bien, si les partis acceptent de se réformer, de se réorganiser, éventuellement de comprendre le bien fondé, de constituer des groupements et des coalitions plus viables, à l'Assemblée nationale, les différentes tendances seront obligées de discuter entre elles, de dialoguer pour pouvoir créer des coalitions majoritaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce qu'il y a une forte fragmentation du paysage politique. Et donc, cette constitution aussi va obliger les partis politiques à se réorganiser et à s'implanter sur tous les territoires nationaux et à développer une assise nationale. Plutôt que certains, comme par le passé, ils se disent « Ah non, telle partie du territoire serait plus peuplée que l'autre, il suffit d'être à Lomé ou je ne sais pas où, et puis un jour je vais me lever avec un peu de démagogie et de populisme, on va me lire président de la République ou je ne sais pas quoi. » Ce n'est plus possible. Il faut exister politiquement sur le terrain avant de prétendre à une prérogative ou responsabilité gouvernementale. Et oui. Le fait qu'il y a un équilibre des pouvoirs, qu'une partie des responsabilités et des prérogatives qui étaient autrefois dévolues au président de la République reste détenue par l'actuel président de la République conformément à la nouvelle constitution. Et une autre partie de ces prérogatives et pouvoirs sont désormais exercés par le président du Conseil. C'est une façon de partager les responsabilités. C'est une façon de faire en sorte que chacun puisse jouer son rôle et de favoriser
la participation et l'implication des citoyens dans tout ce qui concerne leur vie quotidienne. Voilà autant d'enjeux que la nouvelle constitution permettrait de réaliser. Oui, monsieur le ministre, le régime parlementaire ne donne pas une garantie de stabilité. On l'a connu en France, dans d'autres pays comme la Belgique. Et vous-même, en d'autres temps, vous avez souligné les velléités d'instabilité de ce régime politique. Pourquoi subitement cela s'impose comme la panacée pour le développement et la stabilité politique du pays? Mais vous savez, ce qui était vrai il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ne l'est pas. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Nous avons eu des élections législatives en 2007. Ces élections avaient été organisées par un premier ministre de l'opposition, paix à son âme, Maître Agboiba. Le ministre de l'administration territoriale à l'époque, c'était mon frère et ami Aoumé Zounou, issu de l'opposition, de la CPP à l'époque. Ça avait donné les résultats que ça avait donné. Le RPT que tout le monde avait décrié, s'en était sorti avec une majorité confortable. 5 ans plus tard, en 2013, j'étais à l'administration territoriale. Nous avions, grosso modo, 3 ensembles. Le Parti Unir, qui était né entre-temps, le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel. Quels étaient les résultats? L'opposition n'a cessé de décliner depuis lors. Quand les gens sont en train de crier à la fraude, aux manipulations, c'est un déni de réalité. Si on regarde bien les choses, même quand les élections ont été organisées par des responsables de l'opposition, les résultats sont là pour nous édifier. On va revenir sur les élections. Que, à mon sens, et il y a une indication d'ailleurs qui le prouve, si vous faites la sommation des suffrages portés sur les candidats du Parti Unir, et vous faites la sommation des suffrages portés sur tous les autres candidats de partis ou d'indépendants, vous verrez que c'est à peu près équilibré. Alors, ce qui signifie que si sur le plan de l'organisation et du fonctionnement des partis politiques, il n'y a pas une révolution, pour ne pas dire des évolutions majeures, ce que permet la nouvelle constitution, cela signifie que il y aura toujours une prédominance d'un parti parce que ce parti est implanté un peu partout sur le territoire national, parce que ce parti a su allier le rajeunissement et le renouvellement de son personnel, de ses ressources humaines, avec l'expérience des et des anciens. Alors qu'avons-nous en face de nous comme adversaires politiques? Beaucoup d'entre eux, je pense qu'ils étaient dans le paysage politique, ils se battaient contre le président Yadima quand vous étiez étudiant. Et peut-être quand j'étais en train de terminer mes études. C'est les mêmes personnes, avec les mêmes méthodes, le refus d'évoluer, le même radicalisme, la même intransigeance, écartelés entre parfois des agitateurs qui sont dans la diaspora, qui leur disent non, ces gens-là sont des diables. Ne vous alliez pas avec eux. Ne vous associez pas avec eux. Mais comment vous voulez que cette opposition-là vraiment puisse s'en sortir? Même les quand nouveaux elle est qui sont venus n'ont pas dans des considérations historiques qui n'ont plus lieu d'être. Oui, les nouveaux venus n'ont pas connu une fortune différente lors de ces élections. Ce n'est pas une question de nouveaux venus. Je dis bien, la question ne porte pas uniquement sur le personnel. Ça porte aussi sur les méthodes. Est-ce que les nouveaux venus ont changé de méthode? C'est la même méthode qu'ils essaient de reproduire. On va revenir en reparlant des élections sur les acteurs politiques, mais que répondez-vous à ceux qui pensent que la nouvelle constitution a été taillée sur mesure pour permettre au chef de l'État actuel de rempiler ad vitam aeternam au pouvoir, puisqu'il n'y a plus de limitation de mandat pour le président du Conseil des ministres qui détient véritablement le pouvoir dans la Ve République? Vous savez, moi, il n'y a pas de formule magique pour empêcher qui que ce soit de considérer que cette réforme constitue un stratagème pour contourner le verrou de la limitation des mandats. Mais si je posais la question différemment, le président de la République
Faure et Sozimna Gnassingbé avaient encore la possibilité de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Éventuellement, la constitution qui était en vigueur, à son article 59, disait que la modification du nombre de mandats présidentiels n'est possible que par référendum. Qu'est-ce qui prouve que s'il avait été candidat en 2025, il n'allait pas gagner? Parce que vous voyez qui, comme adversaire majeur face à lui. Qu'est-ce qui prouve que s'il gagnait en 2025 et qu'il organisait un référendum, ce référendum se serait soldé par des votes négatifs? Vous voyez, tout cela procède beaucoup plus de la spéculation et de supputation. Ce qui est évident, c'est que si l'opposition prend la mesure des réformes qui pèsent sur chacun de nous au sein de son parti politique, en termes d'implantation sur le terrain, en termes de messages à véhiculer vers nos concitoyens, en termes de la capacité des uns et des autres à apporter des éléments de solution aux défis auxquels notre pays est confronté. Qu'est-ce qui empêche nos frères et sœurs de l'opposition, sur les questions sécuritaires, de dire voilà ce que nous préconiserions? Qu'est-ce qui empêche sur les questions de l'éducation, de la santé, des infrastructures? Ils sont enfermés dans la logique que non. Tant que Gilles présente cette émission, moi, je vais lui pourrir la vie. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit ouvertement lors de cette campagne. Au lieu de dire, mais Gilles, bon, si tu faisais comme ça ou autrement, est-ce que ça ne permettrait pas à ton émission d'être plus regardée? C'est cette opposition que nous aimerions avoir. Une opposition, je dirais, républicaine, qui, à l'instar de ce que le président Faure a toujours fait, est ouvert au dialogue, est ouvert au compromis, mais qui peut être aussi intransigeant sur certains principes ou certains éléments, au lieu d'avoir opté pour le refus systématique, pour la contestation systématique. Et donc, moi, je crois que c'est là où se situe le vrai débat. Mais au fond, avec quelle constitution le Togo est gouverné aujourd'hui? Celle de 1992? Sommes-nous dans la 5e République ou dans la 4e? Parce que je peux même rapporter cette question à l'actualité. Parce que le gouvernement Dogbe a démissionné. À quoi doivent s'attendre les Togolais aujourd'hui? À la nomination d'un président du Conseil des ministres ou d'un Premier ministre intérimaire ou un pays sans Premier ministre? Que va-t-il se passer? Aujourd'hui, la constitution en vigueur, c'est la constitution de la 5e République. C'est la constitution votée le 19 avril en deuxième lecture, promulguée le 6 mai et que les Togolais connaissent. C'est cette constitution elle-même, dans ses dispositions transitoires, notamment l'article 97, qui donne des indications sur la manière dont la phase de transition va se dérouler. C'est cette constitution. Vous savez, pendant le débat sur la réforme constitutionnelle, j'ai entendu certains frères et sœurs togolais avancer des arguments juridiques qui ne tenaient pas. Certains d'entre eux, je les ai appelés, je leur ai dit non. Vous savez, au-delà d'être des acteurs politiques, quand vous êtes professeur d'université, vous avez un devoir de modèle, de référence. Nos jeunes frères, nos enfants qui nous suivent dans nos débats, quand ils voient Gilbert Bawara, qui a fait le droit, développer certains arguments juridiques, ils se disent non, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. S'ils voient le professeur Wolou développer un certain nombre d'arguments, ils se disent non, Wolou, s'il le dit en tant que professeur de droit, ça doit être vrai. Alors faisons attention. Quand je vois ma sœur, ma grande sœur, Madame Adjamagbo, qui s'époumonne pour dire que non, les élections se sont tenues avant la promulgation de l'actuelle constitution, donc l'Assemblée nationale fonctionnera sur la base de l'ancienne constitution. J'ai dit, ma sœur Adjamagbo, vous avez été enseignant en droit. Si vous deviez vous retrouver devant des étudiants et qu'ils vous posent une question juridique et scientifique, qu'est-ce que
vous allez dire? Vous allez leur dire, je vais aller chercher dans les dispositions transitoires de la Constitution du 6 mai et vous dire s'il y a des dispositions transitoires qui règlent ce problème. Et la réponse serait toute trouvée, serait facile. C'est la Constitution du 6 mai 2024 qui s'applique et qui s'applique intégralement. C'est cette Constitution, en cette disposition transitoire, qui a dit que le président de la République, notamment, va continuer d'exercer ses prérogatives de président de la République, conformément à la Constitution d'octobre 1992 révisée, jusqu'à la mise en place des 2 chambres du Parlement. C'est l'article 97 qui le dit. 97-98. Aujourd'hui, la logique, c'est que les conseillers régionaux ont été élus. Les députés ont été élus. L'Assemblée nationale vient de s'installer. Bientôt, elle va adopter son règlement intérieur et mettre en place son bureau définitif. Parce qu'aujourd'hui, c'est le bureau de droit, c'est le bureau d'âge. Les conseillers régionaux vont s'ajouter aux conseillers municipaux pour élire les 2 tiers des sénateurs. Le président de la République actuel, conformément à la Constitution de 1992, combiné avec l'article 97 de l'actuelle Constitution, va désigner 1 tiers des sénateurs. Ce qui signifie que le Sénat pourra se mettre en place. La disposition transitoire dit, une fois que les 2 chambres sont mises en place, il y aura la première élection du président de la République, conformément à la nouvelle Constitution, et il y aura la première désignation du président du Conseil, conformément à la nouvelle Constitution. Alors, je voudrais vraiment profiter. Nous avons quand même un devoir de pédagogie, de sensibilisation. Au-delà des controverses et des débats politiques, je voudrais encourager les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, vous les hommes et femmes de médias, à contribuer à ce processus de sensibilisation. Éventuellement, nous pouvons travailler main dans la main pour voir comment identifier les grandes lignes de la réforme constitutionnelle. Comment identifier les modifications et les innovations majeures et aller vers nos concitoyens pour renforcer leur meilleure compréhension du nouveau système, renforcer l'adhésion et l'acceptation de ce nouveau système, faire valoir les mérites et les avantages de ce nouveau système. Et si nous travaillons dans cet esprit-là, d'ouverture, de dialogue, mais dans le respect mutuel, je suis certain que très rapidement, chacun percevra le bien fondé d'avoir pris l'initiative de cette réforme constitutionnelle, le bien fondé d'avoir opté pour un modèle, un nouveau modèle politique qui va favoriser la prise en compte de la diversité des composantes sociales et politiques de notre pays et qui va favoriser l'équilibre des pouvoirs, qui va favoriser plus de dialogue et d'échange entre les acteurs politiques et institutionnels, qui va permettre à nos concitoyens d'être beaucoup plus associés à l'action publique. Vous savez, je terminerai sur ce point-là par là. C'est déjà depuis 2020, dans le cadre de la campagne présidentielle et ensuite dans la feuille de route, que le président Faure avait parlé et préconisé une gouvernance concertée. Mais nous étions dans un système constitutionnel qui ne le permettait pas véritablement, parce que ça dépendait beaucoup plus de la volonté du président de la République. Mais aujourd'hui, la Constitution nous permet d'aller dans cette direction. Lorsque, en octobre 2023, il y a eu une réunion à Lomé, je ne sais pas si c'était dans quel cadre, organisée par le ministère des Affaires étrangères. Si vous relisez le discours de Madame le Premier ministre, Victoire Toméga Dogbe, vous verrez que la nécessité d'ajustement de la Constitution était déjà esquissée. Peut-être que nous n'avons pas été plus explicites. Peut-être que nous avons manqué davantage de pédagogie. Cela étant, je n'ai pas encore vu parmi nos contradicteurs, nos adversaires politiques, des gens qui remettent fondamentalement en cause le bien fondé
du nouveau régime politique. Et quand nous voyons même certains de nos aînés qui nous ont devancés, je pense notamment à quelqu'un d'aussi brillant que l'ancien Premier ministre Edem Kodjo, et son analyse de l'époque, il estimait que le régime que nous venons de mettre en place, c'est le meilleur parce que ça évite le présidentialisme, ça évite la personnalisation du pouvoir d'État. Nous y sommes et il faut se féliciter que la majorité ait œuvré pour cela et que des députés issus de toutes les sensibilités à l'Assemblée nationale aient eu le courage d'initier cette réforme constitutionnelle. Avant de marquer une pause, très rapidement, cela veut dire qu'il faudra attendre un bon moment avant la désignation du prochain gouvernement autour d'un président du Conseil des ministres. Non. La réponse, il faut la nuancer. Vous avez posé la question de savoir si on doit s'attendre à la nomination du président du Conseil ou à la nomination d'un Premier ministre ou d'une Première ministre intérimaire. La nomination d'un Premier ministre ou d'une Première ministre intérimaire, absolument non, parce que la nouvelle Constitution ne prévoit plus de poste de Premier ministre. On a un président de Conseil ou président de Conseil des ministres qui est le chef du gouvernement. Et donc, il faut oublier cela. Quant à la désignation du président du Conseil, qui est pratiquement une démarche automatique, parce que la Constitution dit que c'est le président le leader du parti politique majoritaire ou de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale qui est désigné. C'est-à-dire, le parti lui-même notifie, informe le bureau de l'Assemblée nationale que voilà le président du parti. Aujourd'hui, c'est uni. Le président du parti uni, tout le monde le connaît, c'est Faure Issa-Zimna Gnassingbé. Donc le président... Faure Issa-Zimna Gnassingbé est désigné pour être président du Conseil. Ensuite, l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle en vue de la prestation de serment du président du Conseil. Alors, tout est possible. Je crois que la question de l'élection des sénateurs, la question de la mise en place du Sénat et la question de la désignation du président. Une fois que le président du Conseil est désigné, je me dis que si nous tenons compte des nécessités, une fois que le bureau de l'Assemblée nationale sera mis en place, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Donc sans enfreindre véritablement le prochain président, le premier président du Conseil des ministres au Togo sera Faure Issa-Zimna Gnassingbé. Conformément à la Constitution. Merci. Ce n'est pas une question de son désir. C'est ce que la Constitution dit. Voilà. Il va déférer, il va respecter ce que la Constitution dit. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons marquer une pause pour une édition de journal. On se retrouve dans 10 minutes pour la suite de cet entretien exclusif consacré donc à vos ministres togolais en charge de la fonction publique, du travail et du dialogue social. À tout de suite.